Alors, bonjour tout le monde. J'ai hâte de savoir si vous êtes de bonne humeur. Oh my God, la jeunesse, come on, là. Sérieux, elle a un petit peu de rigueur ce matin. Bon, c'est ça, c'est le dernier cours. Là, concernant le test 2, la raison pourquoi on ne l'a pas encore publié les réponses, parce qu'il y en a encore qui ont des prolongations. Ça va se régler cet après-midi. Il restera juste à corriger là, ces collègues à vous là. Donc, ce soir ou demain, normalement, vous devriez avoir un résultat. Mais, je sais que vous êtes anxieux de savoir c'est quoi votre note. J'ai quand même regardé, ça s'est quand même bien passé pour plusieurs d'entre vous. Il y en a que ça a été moins bien, donc ça tire un peu vers le bas, mais il y a quand même une couple de personnes, il y a eu quelqu'un qui a eu 99%, il y a une couple de personnes qui sont dans 90, pas mal entre 80 et 100. Puis la moyenne, elle va tourner autour de 76. Donc voilà, mais on vous mettra plus de détails sur ça et puis vous irez les consulter. Et ça sera le temps, d'ici la semaine prochaine, vraiment d'aller revoir. Je vous l'ai mis dans les choses à faire à la fin des acétates d'aujourd'hui, mais la semaine prochaine, OK, parce que je parlais d'autres choses, mais peut-être que vous avez des émotions à sortir sur votre test, pour ça jase. Voulez-vous nous en faire part publiquement? Non? OK, alors je vous demanderai, s'il vous plaît, de m'écouter. Parce que la semaine prochaine, c'est la révision. OK? Et là, on va revoir tout. Donc, l'examen, oui, il est récapitulatif. On va en parler. Je ne veux pas comme trop prendre de temps de la séance aujourd'hui pour parler de ça. On va avoir amplement le temps la semaine prochaine d'en parler. Mais prenez le temps, là, cette semaine, en fin de semaine, d'aller vous assurer de faire toutes les questions pratiques. Et voir là, si ça a l'air de se passer correct là, avec votre compréhension. Poser des questions sur Studium aussi, auxquelles on pourra répondre soit sur Studium ou soit en classe la semaine prochaine. Et pour ce qui est des questions pratiques, je vais avoir là, vos dernières questions aujourd'hui. Donc, cet après-midi à mon bureau, là, je vais finir la compilation de tout ça. La majorité d'entre vous avez déjà... votre 2% de boni. Je vais rentrer dans le calepin de notes cet après-midi combien de points de boni vous allez avoir donc, pour les questions de pratique, puis avec le résultat de votre test. Donc là, vous allez être en mesure de savoir jusqu'à quel point vous devez faire des efforts pour conserver ou améliorer votre note à l'examen final. On réglera ça tout en détail prochaine. Alors là, on va continuer la question. Il manquait 2 questions la semaine passée sur l'exercice qu'on a fait sur les chips. Alors, si vous avez vos notes, l'imprimé du output SPSS pour les chips, ressortez ça. Là, on va se poser une petite question sur ça. OK? Alors, selon... Ça ne fiche pas bien, hein? C'est plate que l'écran est tassé. Là, je répète finalement que la DGT, j'ai pu tasser la bande d'en haut, là. Ici, on ne voit pas la DGT. OK, je vais vous la lire, je vais appeler ça de la DGT. Est-ce que les gens vont manger plus de chips si on leur dit d'abord de ne pas y toucher? OK?
OK? Donc, selon les résultats qu'on a obtenus. OK, merci. Il faudra une échelle, je pense. Les chips vont se faire manger, les gens vont manger plus de chips. Attends, je vais mettre la caméra de l'écran. OK, tu peux zoomer mon coco. Oups, j'adore ça. OK. Alors, il y a un effet principal de la disponibilité. Donc la disponibilité, je vais sortir de l'autre feuille. Au début, vous aviez, est-ce que la quantité de chips mangés, donc ça, c'est notre variable dépendante, varie selon qu'elles sont près ou loin de soi. Ça, c'est la variable tentation. OK? Là, la question posait par rapport à au fait de est-ce qu'on dit d'en prendre ou de ne pas en prendre avant. Touche pas versus sartois, donc la disponibilité. Et dans le tableau de la disponibilité, on voit qu'il y a un effet principal, OK? De sorte que si on reprend, même pour voir visuellement le graphique à la fin, OK? Ça, c'est comme ça, donc touche pas en bleu, OK, ici, versus sartois, OK? Si on dit touche pas, on voit que si on fait la moyenne des deux, tu sais, dans le fond, là, le 233 ici que vous voyez et le 236, si on fait la moyenne des deux ici, ça va comme balancer entre les deux et on l'a dans le tableau des moyennes marginales. OK? 233. On le voit bien avec... ça, je suis en caméra d'écran, là. Bon. Là, ça, j'ai pu le tasser ici parce que normalement, ça... OK, regarde. Là, ça, je peux le tasser, là, sur mon écran. Mais c'est le... Ah non, non, je vais passer pour une folle, là. Ah, dites-lui, là, que ça apparaissait pas bien tout à l'heure, là. Non, non, c'est correct, mais c'était coupé aussi, là. Je vais voir. Non, ça s'est arrangé. Merci, il y a un autre...
Voilà. OK. Caméra de cul. OK. Donc, OK, si je te dis avant, touche-y pas. Touche-y pas, mais à la fin de ton party, OK, parce que j'espère que vous étiez là la semaine passée, vous savez la mise en situation. Donc, si au début, ton ami au party, elle te dit hey, « touche pas au chip, attends, là, le reste du monde arrive », ben, à la fin, OK, finalement, tu vas en manger plus, OK? Il y a un effet, là, vous pouvez voir l'effet de cette variable indépendante-là de la disponibilité sur la variable dépendante qui est la quantité de chips mangés. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? Okay. Alors, l'autre question suivante. OK. Donc, est-ce que les gens vont manger plus de chips si on les place d'abord, ces chips-là, si on place d'abord les chips près d'eux? OK. Voyons, retournons à ce petit tableau. OK. Alors là, la variable tentation, le fait d'avoir des chips proches de eux, OK, versus loin de eux, OK. Si on met une petite, donc, ici, comparativement à la variable de disponibilité, vous ne voyez pas bien, je vais tasser, OK? Donc, comparativement à la variable disponibilité, pour la variable tentation, au seuil alpha de 0,05, on n'avait pas d'effet principal de cette variable indépendante-là, OK, le fait que ça soit proche ou loin, de sorte que même si vous observez une différence dans la moyenne numérique, OK, statistiquement parlant, elle n'est pas statistiquement significative, d'accord? OK, alors là,
Donc, ça, c'est une des indications, encore là. Donc, tantôt, oui, ça avait un effet, mais là, non, ça n'a pas d'effet. Et finalement, dernière petite question. Si jamais vous voulez maigrir, serait-il mieux pour vous, surtout d'avoir des restrictions, d'avoir un accès aisé et la permission de manger, ou d'avoir un accès difficile et des restrictions? OK, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo! Alors, voilà comment on peut le voir facilement. Cette question, allait chercher l'interaction des deux variables. OK? Alors, en fait, avec la combinaison de la variable disponibilité et la variable de la tentation, nous avions effectivement une interaction qui était statistiquement significative. Quand vous avez ça, c'est ça qui a préséance. C'est l'interaction qui a préséance parce que ça va représenter mieux la complexité de la vie, de la vraie vie. D'accord? Ça prend en compte les deux variables. Et là, on voit que finalement, c'est ici, pour ceux qu'on leur dit, bon, ben, on va mettre le bol de chips à côté de toi. Donc, c'est un accès aisé, okay, ou une tentation élevée, et qu'on dit, ben, vas-y, là, prends-en. Finalement, au bout du compte, à la fin de party, c'est eux autres qui vont en avoir mangé le moins de chips. Fait que si tu mets ça sur plusieurs jours, c'est sûr que c'est une extrapolation, ma petite question, mais finalement, c'est comme ça. Alors, c'est mieux de pas trop se restreindre dans la vie qu'on veut mettre. Est-ce que ça s'illustre clairement? Est-ce que vous me suivez là-dessus? Une chose, j'ai écrit hier là, concernant les questions pratiques. Si vous n'avez pas reçu de courriel de ma part, c'était que votre question de la semaine passée était correcte. Ceux qui avaient des précisions, je leur ai déjà écrit. Une des choses que j'ai écrit à une équipe, leur question disait que c'est comme si ça disait que si on n'a pas d'interaction, donc finalement dans le tableau comme ça, OK, on n'a pas besoin d'aller faire un graphique. OK? Juste pour préciser, en fait, comme vous le savez du cours 2, je pense, sur la représentation graphique, un graphique, ça aide à comprendre facilement qu'est-ce qui se passe, OK, dans tes données. Donc, si tu as une interaction significative, et en plus, comparativement à lui qui a juste 2 groupes dans chaque variable, si tu en as 3, ça devient plus compliqué de savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, si tu obtiens avec 3 groupes, mettons quelque chose comme ça, je fais n'importe quoi là, mais ça serait quelque chose qui serait possible, OK? OK? Bien là, tu comprendrais qu'il se passe quelque chose ici, là, dans le groupe ici, de le voir visuellement que juste avec ton tableau d'ANOVA, c'est plus difficile à saisir. Okay? Donc, de faire le graphique, oui, ça t'aide à l'interprétation.
Mais de la même façon que dans le complément des notes de la semaine dernière, je vous ai mis comme 4 cas de figure de type de graphique possible, genre pas d'effets, juste des effets principaux, etc. Faites quand même vos graphiques dans tous les cas, parce que ça simplifie. Oh, on voit ce qui se passe. Si vous n'avez pas d'interaction, bien là, visuellement, vous allez pouvoir montrer aux gens que ben, regardez, là, il n'y a pas l'air d'avoir d'interaction qui se passe dans mes données. D'accord? Donc, faites quand même le graphique. Ça devient vraiment nécessaire si vous voulez vous aider dans votre interprétation, mais dans tous les cas, faites-le pareil. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne de la semaine dernière? C'est beau? OK. Une minute. Ça va m'aider à prendre une décision sur qu'est-ce que je fais tout de suite. Bon, je vais recommencer à tâcher. OK, juste pour savoir si je vous pose des questions tout de suite ou si j'en fais dans la matière du cours. 5, 4, 3, 2, 1. Ah oui, vous êtes content que c'est anonyme. OK, 0. OK, fait qu'on va voir la matière, on posera les questions après. À moins que vous aviez aimé ça, que je fasse ça avant l'examen, là, puis que vous voulez, non. Oui, non, ça dépend. OK, alors, voyons pour aujourd'hui. Cours 11. Ah, c'est pas ça que je veux. Regardez pas la réponse. Quiz. Voilà. Alors, notre plan d'aujourd'hui... Ah oui, OK, merci. Je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas le plan d'aujourd'hui. Ah, OK. On va voir sur notre dernier cours de matière les analyses non paramétriques. Comme je vous ai dit la semaine dernière, si vous étiez là, je vais mettre l'accent aujourd'hui sur le Ki-carré et sur la corrélation de Spearman. Je n'approfondirai pas les autres tests non paramétriques. Et on n'ira pas non plus en détail à l'examen, d'accord? Dans mes acétates, il y a juste une slide, donc pas besoin d'apprendre les formules là, pour les autres tests non paramétriques. On va voir donc à l'examen juste les conditions pour les tests de carré et de corrélation. OK? Là, on va avancer dans le carré comme on peut. À 9h30, comme vous savez, il y a quelqu'un qui va venir dans le cours pour évaluer l'enseignement. Alors, donc jusqu'à maintenant, les statistiques qu'on a vues sont des statistiques de type paramétrique. C'est-à-dire qu'on a des statistiques, la moyenne, l'écart type, ce genre de choses qu'on utilise pour estimer un paramètre dans la population. OK? Mu, sigma, etc. Et sur ces analyses qu'on fait là, on fait des inférences, OK? Et sont basées sur le postulat que dans la population, il y a une distribution normale. Ce qu'on a vu de particulier avec le théorème central limite, c'est que avec l'échantillonnage, finalement, en faisant la moyenne des moyennes et plus qu'on prend d'échantillonnage, finalement,
ces moyennes des moyennes-là, quand on les met dans une distribution, finalement, ça nous donne une distribution normale, d'accord? Alors, ça nous aide. Et là, on a un résultat de test, on compare, on se critique, on prend une décision pour voir si c'est plus grand, on obtient une probabilité sous la courbe normale, etc. Et pour faire ces analyses-là, il faut des variables qui sont de type intervalle ou de rapport. Et comme il faut ça, comme on s'est dit avant l'examen de mi-session, les psychologues et les chercheurs en général vont transformer des variables là, attitudinales, les échelles de Likert, comme ça, qui sont de type théoriquement... Est-ce que ça va? De type ordinal à tes souhaits, en variable en pratique de type intervalle. D'accord? Et là, les analyses non paramétriques, elles, en comparaison, mais on n'a pas besoin de présumer que la population est normale, d'accord? Et on n'essaye pas non plus d'estimer un paramètre, on n'essaye pas d'estimer une moyenne, on va être plutôt dans des proportions, d'accord? Donc, avec le carré, là, c'est quoi la proportion de femmes qui choisissent telle affaire, par exemple? Et c'est utilisable pour des variables qui ne sont pas de type intervalle ou de rapport. Donc, au début du cours, il y avait quelqu'un qui me demandait « Ah, l'examen, c'est quoi qu'il va y avoir de la matière au début de session? » Mais ça, c'est un exemple, OK? Parce que vous devez savoir que si j'ai une variable que je vous propose qui est de type intervalle au rapport, OK, que la variable dépendante est de type intervalle au rapport, que et que la variable indépendante aussi l'est, bien ça, c'est une indication que vous allez peut-être faire une corrélation de Pearson. Vous avez deux variables de type intervalle au rapport. Si j'ai une variable dépendante de type intervalle au rapport, mais que j'ai plusieurs groupes comme ça qui sont dans des catégories, soit nominales ou ordinales, bien là, ça va me dire que j'ai plutôt un type d'ANOVA à faire. OK? Et si j'ai juste des variables qui sont de type catégoriel, bien là, en ayant ça en tête, vous allez savoir que vous devez choisir un type d'analyse non paramétrique comme on va voir aujourd'hui. D'accord? Alors ici, il y a des exemples de questions qu'on peut poser avec ce genre de variables. Alors ici, je vous ai fait un tableau synthèse qui met des aspects importants en comparaison. Pour non paramétrique, quand je dis fréquence, évidemment, ça peut être transformé en faisant x100, que là, ça devient des pourcentages, d'accord? Alors, les statistiques non paramétriques sont souvent utilisées quand les n sont petits, OK? Et là, je réitère un peu ce que j'ai donné comme explication par rapport au test T. C'est pas que c'est juste utilisable pour des petits n. Ça peut être utilisable dans des grands n. Sauf que quand on a des petits n, il arrive quelque chose qui fait que finalement, je ne vais peut-être pas pouvoir faire une analyse paramétrique, même si j'ai une variable de type intervalle ou de rapport. Est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi vous pensez que je vais devoir finalement utiliser une analyse non paramétrique? Alors, l'indice, c'est écrit sur votre feuille. OK. On va faire un beau petit dessin parce que, comme je vous dis tout le temps, un petit dessin va faire ça. Mettons que je veux faire une corrélation de Pearson. OK? Puis que là, je fais mon graphique et je remarque, j'ai pas beaucoup de gens,
Ça a l'air de ça. OK? Vous voyez les points 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai l'air dans ça d'avoir une belle ellipse, comme quand on a vu les cours d'avant, qu'il y a beaucoup de personnes? Est-ce que vous pensez que ça ressemble à ça ici, mon nuage de points? Non, OK? Donc, quand tu as un petit n, tu as plus de chances de ne pas obtenir une belle distribution comme ça, normale de tes données. OK? En plus, ici, j'ai une donnée extrême. De sorte que tu ne pourras pas vraiment respecter les postulats qui sont importants dans les analyses paramétriques. Alors, tu vas te rabattre sur le rang de ces personnes-là, et au lieu d'aller faire un Pearson, dans ce cas-là, tu irais faire une corrélation de Spearman. Ouais, c'est ça. Alors, c'était la raison. Et donc, quand on a un petit n, mais aussi, vraiment, quand ton intérêt de recherche, c'est la proportion de gens qui, par exemple, disent une affaire, disent pas une autre affaire, bien là, tu vas aller vers, justement, des choix comme ça, catégoriels, et là, ça va être obligé d'utiliser des qui carrés. Comme par exemple, moi, dans ma thèse, c'était pas des analyses quantitatives, ni des analyses qualitatives. En fait, c'était les deux. C'était des analyses mixtes. Donc, j'avais des entrevues, on a écrit les entrevues, on a codé, on a mis ça dans des thèmes. Et là, à la fin, dans mes analyses, je voulais savoir, bien, selon que ton enfant utilise la langue des signes ou qui est oraliste, donc qui s'exprime oralement, bien, est-ce que le parent m'a dit qu'il il m'a parlé du thème de l'intégration sociale à l'école ou non? Donc là, j'avais des réponses oui ou non, ils m'en ont parlé ou pas. Et j'avais les deux catégories qui sont d'avoir un enfant qui est signe ou un enfant qui utilise la langue orale. Okay? Donc là, j'ai fait beaucoup de qui carrés avec ça dans ma thèse. Alors, ici, un tableau que vous avez vu précédemment, mais là, ça nous parle des différents types de tests qui sont soit paramétriques, soit non paramétriques. OK? Et aujourd'hui, en blanc, on va voir donc la corrélation de Pearson et le qui carré. Et notez qu'ici, regardez, deux groupes indépendants ou deux groupes jumelés. OK? Ici, je ne vais pas le présenter. OK? Malgré que, il aurait pu y avoir pour deux groupes indépendants, qui carré aurait pu rentrer là-dedans aussi. Parce que dans le fond, la NOVA, si on la réduit à deux groupes, ça donne un peu le même résultat qu'un test T. Mais on va voir juste qui carré et Pearson. Les autres, vous vous amuserez, vous les garderez en référence pour d'autres cours plus tard. OK? Le premier cas de qui carré, qui s'apparente à la NOVA simple, dans le fond, c'est que là, tu vas avoir juste une ligne croisée avec d'autres choses. Le carré double, tu rajoutes une autre variable. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Puis vous allez voir, ça a l'air différent, mais ça se base sur la même logique. Alors, il va regarder le carré pour des variables nominales. OK? Puis c'est vraiment très souvent utilisé. Et là, on va vouloir savoir est-ce que la proportion, le nombre, la quantité de personnes qui sont dans une telle catégorie versus une autre, bien, est-ce que ça diffère? Alors là, je vous ai fait un exemple en chiffres avec le nombre de personnes qui préfèrent l'espresso, le cappuccino ou le café filtre. Et non, je ne travaille pas pour Second Cup. Alors, je pense que ça va pas tout seul. Non, c'est une affaire.
Alors là, le principe, il est le même. C'est important quand même d'avoir un échantillonnage assez aléatoire. Puis non plus, tu ne peux pas avoir une personne qui aime le cappuccino puis une personne qui aime le café filtre. Bien, je veux dire, tu peux aimer les deux, mais là, dans la question, tu ne peux pas donner deux réponses. C'est vraiment important que tu dises ta préférence, que tu fasses juste un choix, d'accord? Et il faut qu'il y ait quand même aussi de l'indépendance entre tes participants. Évidemment, ça, c'est un postulat qu'on a. Alors là, on regarde la répartition comme ça des différents électifs dans toutes les catégories. Ici, c'est une petite note de mise en garde, OK? Par rapport à avant que tu veuilles faire une analyse de Qui-carré, tu devrais quand même t'assurer que tu n'as pas un trop petit n, d'accord? Et qu'il n'y a pas des fréquences attendues. On va voir c'est quoi le mot fréquence attendue, qui sont plus petites que 1. Et qu'il n'y a pas plus que, grosso modo, 20% des cellules qui ont une fréquence attendue plus petite que 5. OK? Alors ça, vous pourrez y revenir. Inquiétez-vous pas. Je ne vais pas vous poser des questions spécifiques à l'examen de ça, mais c'est quand même si vous allez travailler dans un labo l'année prochaine parce que vous trouvez tellement bon en stats, bien là, quand même, gardez ça en tête. Là. On va voir c'est quoi les fréquences attendues. Mais avant, les hypothèses. Okay? Donc, il y a toujours encore la confrontation de l'hypothèse avec l'hypothèse nulle, qui sont le contraire l'une de l'autre. D'accord? Alors là, dans l'hypothèse nulle, ce qu'on va dire, bien, il y a autant de monde qui préfère le cappuccino, le café filtre et puis l'espresso. Et l'autre, ben, on va dire non, c'est pas pareil. Là. Il y a une différence dans la répartition des choix, des catégories du monde. Alors là, on va regarder, on va faire le sondage. Là, on va te demander, toi, tu préfères ci, tout ça. Là, on obtient un certain pourcentage de monde qui préfère l'espresso, un certain pourcentage de monde qui préfère le cappuccino, d'autres les cafés filtres. Et on va calculer la répartition des effectifs s'il n'y en avait pas aucune différence. Fait que si tu as 100 personnes, OK, puis qu'il n'y en avait pas de différence, bien, il devrait y avoir autant de monde qui préfère le cappuccino que de monde qui préfère l'espresso, que de monde qui préfère le café filtre. Ça devrait être les mêmes fréquences, d'accord? Même fréquence, ça ne veut pas dire, bon, si on divise 100 par 3 qui fait 33, ça se peut qu'il y ait 34, 31, tout ça. Mais on s'entend, c'est toujours le même principe, l'ampleur de cette différence, d'accord? Et là, on va calculer la différence entre s'il ne devrait pas y avoir de différence, si tout le monde il y avait 33 dans toutes les catégories. Et c'est quoi les vrais chiffres? Qui préfère l'espresso ici dans la classe? Pas beaucoup. Cappuccino. Puis café filtre? Bon, café filtre, ça sort un petit peu plus. Sinon, les autres, je pense que vous préférez l'éviter. Mais alors là, je vois visuellement qu'il y a plus de monde qui préfère le café filtre. Bon, à quel point il y a plus de monde, c'est ça qu'on va aller tester avec le même principe auquel on connaît. On va obtenir la statistique du Qui-carré. Si elle est plus grande ou égale que le Qui-carré critique, on rejette l'hypothèse nulle. Et si elle est plus petite, alors on maintient l'hypothèse nulle. D'accord? Et comme d'habitude, on a notre seuil alpha. Et là, les degrés de liberté, on va le voir avec l'exemple qui va suivre. Quand tu as juste une variable, comme là la répartition des préférences du type de café, les degrés de liberté, ça va être R-1, parce que là, on a un tableau, donc la rangée. OK? Donc là, je vais avoir les pourcentages ici. Là, ici, je vais avoir les
catégories. Le café, espresso, cappuccino et filtre. OK? Donc là, j'ai une rangée seulement dans ce cas de figure-là. Donc, je vais avoir R-1 de degré de liberté. Puis si j'ai deux variables, OK? Si je regardais ici, hop, 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 comme ça, le sexe, les hommes et les femmes. Si je demande aux gars, vous préférez quoi, aux filles, vous préférez quoi? Là, j'ai deux variables, et là, je vais faire un peu comme dans l'ANOVA factorielle, la multiplication des degrés de liberté de la rangée par ceux de la colonne. OK? Alors, voyons notre petit exemple en prenant 99 participants. Comme ça n'arrive pas à 33,3 périodiques. Ça arrive à 33 piles qui sont mes fréquences attendues s'il n'y en a pas de différence. OK? Mais là, après mon sondage, je me rends compte que c'est ça, les fréquences que j'ai observées dans mon sondage. D'accord? 20 41 38 Alors là, je veux savoir, est-ce que ça diffère d'un état d'hypothèse nulle ou est-ce qu'il n'y en aurait pas de différence? OK? Alors, la super formule de pi carré, en mots, je vais avoir, regardez, j'ai encore des écarts. Fait que vous connaissez le principe, OK? C'est une nouvelle formule, mais qui est avec du connu, OK? Partez de vos acquis. Les fréquences observées moins les fréquences attendues. Comme c'est un écart, je les mets au carré pour pas que ça arrive à 0. Et là, dans ce cas-ci, je vais diviser sur les fréquences attendues. OK? Donc, mis en symbolique, là, sans le mot. Alors là, on va voir la comparaison de ça. Et donc, le rapport de ces deux quantités-là, plus il est grand, plus il va risquer de dépasser le seuil critique pour un alpha donné. Okay? Et si vraiment, là, il n'y avait aucune différence entre les préférences des gens, donc ça reviendrait à peu près à 33 aussi en fréquence observée, mais s'ils sont égales, mon pi carré va être de 0. Okay? Alors, voyons un petit peu plus en détail comment on va calculer ça. Alors là, je fais la différence entre la fréquence que j'ai dans mon sondage et la fréquence attendue, s'il n'y avait pas de différence. Et là, ben, comme vous voyez ici, si je fais juste la somme des différences, j'obtiens 0. Alors, pour pallier à ça, je les mets au carré, comme d'habitude. Et là, j'obtiens une somme des différences qui est effectivement pas égale à 0. Okay? Là, ce que je vais faire, c'est je vais faire le 169. Okay? Vous pouvez oublier le 13, là, le 5, c'est pour l'illustration. Donc, je vais faire le 169, qui est ma différence au carré, divisé par les fréquences attendues, qui sont dans ce cas-ci 33. Et là, je vais obtenir une quantité pour cette catégorie-là. Je vais faire la même chose pour lui. Je vais obtenir une quantité pour cette catégorie-là. Et je vais obtenir une quantité pour cette catégorie-là. Et donc là, j'ai fait ça ici dans la parenthèse. Et après, je fais la sommation de 5,12, 1,94, 0,76. Et ça me donne mon résultat de pi carré. Donc, quand tu as juste comme ça 2 ou 3 catégories, vraiment, là, ça se fait assez facilement. Ce n'est pas un calcul qui est très, très long à faire. OK? Et donc là, ben, c'est de voir jusqu'à quel point cette différence-là est plus grande que le seuil critique. OK? Pour ça, il va falloir aller chercher les degrés de liberté. Et là, comme vous voyez pour l'illustration, si le total donc, est 99, OK? Bien, c'est comme le même principe là, pour chaque degré de liberté, d'accord? On va perdre un degré de liberté parce que si je connais 20 puis 41 puis que je connais le total,
il y a un écart, il y a une différence ici qui est comme pas indépendant, qui dépend des autres résultats, qui me donnerait le 38. Donc, je vais perdre 1 degré de liberté, K moins 1, ou rangée moins 1. C'est le même principe qu'avant. OK? Donc, vraiment noter, c'est comme les catégories moins 1, et ce n'est pas les participants moins 1. Alors, ça, les préférences sur le café, ça existe. Le test d'homogénéité, ça existe. Mais ce qui est plus souvent vu dans la littérature, c'est que là, il va y avoir un croisement avec une autre variable qui va faire donc un tableau de contingence. Donc, c'est le test de contingence du carré. Et là, j'ai deux variables indépendantes. Donc, si je l'avais tantôt, je vais donner le cas des hommes et des femmes, mais on pourrait demander, selon que tu es un jeune adulte comme vous, en fait, vous seriez plus proche des baby boomers en aimant le café filtre. Vous avez une vieille âme. Alors voilà, donc là, je vais croiser les deux. Et là, je vais me poser comme question, est-ce qu'il y a une relation entre la préférence de type de café et l'âge du consommateur? Et l'âge du consommateur, c'est sûr que si la question est juste posée comme ça, là, ici, c'est posé de même parce que vous avez le tableau, le jeune puis les boomers en haut, vous voyez que c'est de type ordinal. Okay? C'est de type ordinal. Donc, les jeunes, c'est les plus jeunes que les vieux. Il y a un ordre. Mais c'est sûr que juste comme ça, la question, si vous n'avez pas le tableau, bien là, il faudrait préciser à savoir, est-ce que vous avez demandé, bien, genre, as-tu 20 ans, 21, 22, 43, 44, 65, etc. Donc, une variable de type rapport. C'est possible que vous ayez demandé ça, vous, en tant que chercheur, chercheuse, dans votre étude, mais qu'au bout du compte, tu te rends compte qu'il n'y a pas une belle répartition, que tu ne peux pas l'utiliser comme variable de type rapport. Mais vous savez qu'on peut changer notre variable qui a plus d'informations avec le rapport, elle a beaucoup d'informations. On peut la simplifier, mais réduire l'information en créant des catégories comme ça de type ordinal. Okay? Donc, je ne vous poserai pas une question fixe comme ça, je rajouterai des détails où je dirais d'emblée, il y a deux groupes, des jeunes et des âgés. Okay? Alors, voilà. Si on fait maintenant un autre exemple, mais pour illustrer le même type de tableau de contingence. Okay? On va poser une hypothèse à savoir que l'intention de vote est liée à la région. Est liée ou est associée ou dépend de ou varie en fonction de. OK? C'est des mots, des expressions synonymes que vous utilisez qui vont venir au même. En fait, ce n'est pas tant le fait que ça soit dit lié, mais le fait que dans ce cas-ci, l'intention de vote, à savoir est-ce que vous votez Québec solidaire, la CAQ, le PQ, le PLQ, ça, c'est des catégories, c'est des partis politiques que vous pouvez choisir. C'est une variable de type nominal, puis la place où est-ce que vous habitez, bien, ça aussi, c'est nominal. Vous allez habiter à Montréal, en campagne, à Québec, etc. Alors là, ici, on a demandé à du monde qui habite à Montréal puis à Chicoutimi, donc en banlieue puis en région, en ville puis en région, et savoir juste est-ce qu'ils vont voter PQ ou PLQ. Là, j'ai mes fréquences réparties comme ça. Et là, ici, j'ai mes totaux. Donc, j'ai totaux de PLQ, de PQ, de PLQ, et les totaux de Montréal et les totaux de Chicoutimi. D'accord? Mais là, c'est l'idée qu'il faut que tu calcules tes fréquences attendues, puis là, c'est comme un petit degré de complexité de savoir comment tu vas calculer ça. Alors, voyons. OK? Donc, ta fréquence attendue, ça va être la multiplication de ta rangée par la colonne divisé par le total. Voyons plus en détail comment on va calculer ça. Alors, si je veux avoir la fréquence attendue pour la catégorie du monde qui disent vouloir voter pour le PQ et qui habite à Montréal,
Alors là, je vais prendre ma rangée Montréal, 500, fois mon total de rangée, de colonnes PQ, donc rangée fois colonne, fois 240, et je vais diviser par mon grand total ici, 550. Okay? Que tu fasses 500 plus 50 ou 240 plus 70, tu arrives à 550 au total. Donc, ce total-là divisé par 550, ça me donne ma fréquence attendue pour cette catégorie-là. Et là, tu as le même principe, donc tu refais la même chose aussi pour chacune. Donc, pour PQ Chicoutimi, ici, tu as une variable, une observation qui est de 40. Ta fréquence pour le croisement de Chicoutimi-PQ, c'est 40. Mais là, tu vas faire 50 fois 240 divisant 550 et ça va te donner donc 21,18. La même chose pour les deux qui vont te donner tes fréquences attendues pour ça. Et là, ben, après ça, c'est de remettre tout ça, de faire la différence entre chacune des fréquences observées et sa fréquence attendue. Okay, la différence. Tu mets cette différence-là au carré. Okay? Et après ça, tu la divises par la fréquence attendue. Et une fois que tu as obtenu tout ça, ben là, tu additionnes le tout, puis ça va te donner ta statistique de Q carré. OK? Je crois que la porte s'ouvre, c'est peut-être l'évaluateur qui arrive, effectivement. OK, donc c'est un bon moment pour une pause. OK, on va poursuivre. Alors, maintenant que j'ai calculé toutes mes fréquences attendues qui sont en rouge, pour obtenir mon Q carré, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la somme des chiffres en noir? Est-ce que je fais la somme des chiffres en rouge? Qui peut me dire c'est quoi la prochaine étape? À cause de votre bas. Et la prochaine étape, je l'ai mis dans le complément. Vous allez regarder le complément et dans le complément. C'est quoi la prochaine étape pour obtenir le résultat du Q carré? Vous avez vu votre main en même temps. Mais c'est juste parce que je n'ai pas compris votre question. Quelle est la prochaine étape, maintenant que j'ai ces chiffres, pour arriver au résultat de la statistique de Q carré? C'est ça la question. Vas-y. Faire la sommation de tous ces chiffres. OK. Alors, je dois faire la sommation de tous ces chiffres. Alors, j'additionne 200 plus 218, 300 plus 280. Non? OK. Qu'est-ce que je fais? On fait 200 moins 218 divisé par 550, je crois. Par le total. Non, c'est 200 sur 218 divisé par 200 moins 218 divisé par 218 pour la première. OK. Et comme la collègue elle te dit ici, que vous n'avez pas entendu, mais elle l'a dit, il faut avant le mettre au carré. Parce que si tu fais juste la différence entre les chiffres, tu vas obtenir une sommation qui est à 0. Tu vas avoir une différence de 0. OK? Donc, effectivement, regardez, je vais vous l'ouvrir comme ça, le complément, comme ça, on va le voir. On va voir le calcul. OK? Ça, c'est dans votre complément. Alors, la formule, elle est là. OK? Et là, donc, ma série de calculs, donc 200 moins 218, que je vais mettre au carré, je vais diviser par la fréquence attendue de 218. Ça va me donner un premier résultat. OK?
qui est temporaire. Je vais faire ça pour chacune des cases que j'ai dans mon tableau. OK? Et après ça, je vais faire la somme de ces quantités que je vais avoir obtenues, donc 1,49 plus 1,28, etc., qui va me donner mon 29,71. Et là, si vous prenez votre livre, à la fin, on a, ma mémoire est là, c'est vraiment le dernier tableau que vous avez à la fin, OK, qui est à la page 441 et qui, là, va me donner les seuils critiques du qui carré. Mais là, l'idée, c'est de savoir combien que j'ai de degrés de liberté dans ce cas-ci. OK? C'est quoi la formule pour les degrés de liberté pour ce cas de figure-là? Quoi j'écris? OK. Et c'est important de mettre les parenthèses. Je sais pour la plupart d'entre vous, c'est évident, mais pour certains, et c'est pour ça que j'avais mis sur Studium au début de l'année les petits exercices arithmétiques. Parce que si tu écris comme ça, avec l'ordre des priorités, ça, c'est la première opération que tu dois faire, d'accord? Parce que la multiplication, la division, ils ont priorité sur les soustractions et additions, d'accord? Alors, rangée -1, donc ça me donne, j'ai 2 rangées -1, j'ai 2 catégories dans ma rangée, fois colonne, j'ai aussi 2 -1. OK? Fait que ça me donne 1 fois 1. Ça me donne 1. Et là, le nombre de degrés de liberté, donc c'est 1. Fait que finalement, si au seuil 0,05, c'est quoi le chiffre que vous trouvez dans votre tableau? C'est 5,991. OK? Juste un petit moment, juste vérifier quelque chose. OK. Donc, ici, au seuil de 0,05, donc mon 29 que j'obtiens, il est vraiment plus grand, là. Donc oui, ça va être statistiquement significatif. Ça devient un peu moins certain, mais ça serait quand même significatif si j'avais pris le seuil de 0,01 aussi, parce que là, il est à 15. D'accord? Alors maintenant, j'ai obtenu ça. OK? Là, j'ai rejeté mon hypothèse nulle. Donc, il y a une différence là, dans ce que j'obtiens. Oh, c'est l'autre. Une chose qui est importante de savoir, bien, l'ampleur de cette différence-là, on la comprend comme pour les autres tests en calculant la taille de l'effet. Alors là, j'ai mon coefficient phi qu'on appelle. OK? Et le calcul est vraiment facile. Là. Tu prends ton qui carré, tu le divises par ton nombre de participants. OK? Et ça découle toujours du même principe que bien, plus que ton nombre de participants est grand, plus que tu risques d'être capable de détecter une différence qui va te donner un résultat statistiquement significatif, mais qui est lié au fait qu'il y a beaucoup de gens et tout ça. Donc là, la taille d'effet permet d'un peu de
d'avoir une meilleure idée à savoir, bien, c'est du grand, petit ou moyen comme taille d'effet qu'on obtient. OK? Alors, Phi, lui, c'est spécialisé quand on a un tableau qui est de type 2 par 2, 2 catégories par 2 catégories. Si tu as plus de catégories, OK, là, tu vas prendre une statistique qui est comme la généralisation de Phi, qui est le V de Kramer. D'accord? Alors là, tu as encore qui carré divisé par n, OK, puis la racine carrée de ça, mais tu vas le multiplier comme un étoile, mais c'est un astérix, mais c'est fois, par le minimum de, sais-tu, les degrés de liberté de rangée ou de colonne. OK, la quantité qui sera le plus petit, dans ce cas-ci, là, on avait, regardez, on avait un 2 par 2, et on avait une quantité qui était 1, on avait une quantité qui était 1, ça nous a donné 1 degré de liberté, mais 1 moins, on aurait mis 1 ici, et ça serait devenu l'équivalent finalement de phi, OK? C'est dans ce sens-là que le V de Kramer, c'est la généralisation quand il y a plus de catégories, parce que là, j'aurais pu avoir le PQ, toutes les 4 parties, là, Québec solidaire, PLQ, la CAQ et le PQ. Et puis, j'aurais pu faire Montréal, Québec, Chicoutimi, Sherbrooke, par exemple. Là. Donc, d'avoir 4. Et là, j'aurais eu donc plus de degrés de liberté. J'aurais eu, dans ce cas-là, ici mes 4 parties, moins 1 qui m'aurait donné 3, fois 4 villes du Québec, moins 1 qui m'aurait donné 3. J'aurais fait 3 fois 3 qui m'aurait donné 9 degrés de liberté pour voir si ma statistique observée de qui carré est plus grande que le qui critique. OK? Mais dans le calcul du V de Kramer, ici, j'ai le choix entre le minimum 3 ou le minimum 3. Dans ce cas-ci, dans cet exemple-ci, ça donne le même résultat. Donc, j'aurais fait n fois 3, okay? Parce que c'est le même. Mais si j'avais fait juste 3 villes, donc Montréal, Trois-Rivières, Québec, OK? Là, j'aurais eu 2 pour la région, puis degrés de liberté pour la région, puis 3 degrés de liberté pour le type de partie. Donc là, j'aurais pris mon minimum qui aurait été 2. J'aurais mis n fois 2. OK? Fait que c'est pas un calcul si affriolant ou épeurant que ça. D'accord? Alors voilà, c'est comme je disais, c'est la valeur qui est la plus petite qu'on prend. Donc, pour faire un petit wrap-up sur ça, on se rappelle que c'est pour des variables nominales. Et là, on va regarder les fréquences observées versus celles qui sont attendues en ayant une répartition homogène. OK? Homogène, ça veut dire qu'il ne varie pas, qu'il n'y a pas de différence. Donc, les mêmes proportions un peu partout. Et le nombre de degrés de liberté ici, pour un seuil alpha choisi. Et après ça, la taille d'effet, si on a un 2 par 2, on prend phi, sinon on va prendre le V de Kramer. Et pour obtenir le pourcentage de variance expliqué, bien, il suffira juste de le mettre au carré. Puis dans le complément, je vous ai mis, là, grosso modo, là, selon les critères de Cohen, qu'est-ce qui correspond à une petite, une moyenne ou une grande taille d'effet. Est-ce que c'est beau ou on continue à l'autre type de statistiques non paramétriques? C'est beau? OK. Alors, maintenant, corrélation de Spearman. OK? Tu regardes aussi, dans ce cas-ci, une relation linéaire. OK? Il n'y a aucune statistique que vous avez appris dans ce cours-ci, cette année, qui touche une relation non linéaire. OK? Donc,
C'est comme Pearson, c'est du linéaire, mais là, soit que vous avez à la base des variables qui sont de type ordinal, ou soit vous avez collecté des variables de type intervalle ou de rapport, mais vous avez, avec ce que vous voyez dans vos résultats, pas le droit de faire des analyses de type paramétrique. Donc, vous vous rabattez sur Spearman. Alors là, comme c'est des variables ordinales, on va regarder, est-ce que les participants, ils vont garder le même rang dans l'ensemble? Si moi, je suis la première, est-ce que je suis encore la première sur l'autre? Ou il y a une variation? OK? Alors, là, ça dit que un des cas de figure, je vous ai dit, c'est soit le type de variable, mais aussi quand tu regardes tes données, tu peux voir ce qu'on appelle de l'hétérocédasticité. Hey, ça, c'est bon, Scrabble. Alors, est-ce que, si vous avez lu le livre, c'est écrit dedans, est-ce que vous êtes capable de me dire c'est quoi de l'hétérocédasticité ou de l'homocédasticité? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? Alors, ça mange la variance. OK? C'est un début de réponse. Ça mange la variance. Et qu'est-ce qui arrive quand que ça mange la variance qui est variée à travers l'échantillon? Est-ce que c'est homocédastique ou c'est hétérocédastique? Basez-vous sur vos leçons de latin que vous avez pu enseigner à l'école. Mais hétéro, ça veut dire quoi? Différent. Ça veut dire quelque chose de différent. OK? Cédastique, c'est trop compliqué, mais je vous ai dit que ça mange la variance en hiver, l'hétérocédasticité. Fait que ça veut vouloir dire que la variance est différente. Okay? Donc, il y a une variabilité dans la variance. Et il y a différents cas de figure. Et souvent, de voir dans vos graphiques de données des triangles, quand vous regardez avant de faire vos calculs statistiques, l'étape préalable, c'est toujours de regarder vos données. OK? Alors, OK? Ça, c'est homocédastique. OK? Et ça, un genre de triangle comme ça serait hétérocédastique. OK? Et ça peut être dans l'autre sens. On peut avoir quelque chose comme ça, ou quelque chose que, il y en a un petit peu ici, il y a beaucoup de variance ici, puis après ça, il y a juste un petit peu ici. Il y a comme différents cas de figure, là. Mais l'idée, c'est que vous n'avez pas une belle ellipse. Okay? Si vous avez une belle ellipse, ça regarde bien pour faire des corrélations de Pearson, mais sinon, vous allez sûrement devoir vous rabattre sur Spearman. Okay? Alors, les étapes, on identifie donc le rang, on met le monde en rang, OK? Et là, on va calculer la différence entre le rang que la personne a sur la première variable et sur la deuxième variable. S'il n'y a pas de différence, s'il garde le même rang tout le monde, c'est comme Pearson, il n'y a pas de changement dans le rang. L'exercice de piscine, là, l'examen de mi-session, c'était ça. Il y avait quand même, il gardait le rang dans l'eau chaude ou dans l'eau froide, ou il l'inversait totalement. C'est le même principe. En fait, si on regarde en rang, pour une corrélation de Pearson, ça redonnerait le même résultat là, que Spearman. Okay? Donc, on va avoir une corrélation parfaite. Mais là, plus que tu commences à avoir du degré de changement dans les rangs de la personne, bien là, tu vas varier dans l'ampleur de ton coefficient de corrélation. Okay?
Alors ça, c'est la grosse formule, mais qu'en fait, elle n'est pas si compliquée que ça. OK? Donc, tu as ta différence entre tes rangs. D. D, c'est ta différence. Et comme toujours, tu la mets au carré. OK? Donc, on est dans le connu. Le 6, ben, il faut apprendre, c'est 6, c'est un chiffre de 6, c'est juste un facteur de correction. Et là, tu as donc n carré moins 1, et là, fois n. Ben, c'est ça. Vous pouvez l'apprendre. Je ne peux pas vous l'expliquer plus facilement que ça, parce qu'elle est comme ça, puis il faut l'apprendre comme ça. Le livre aussi, il dit, bon, tu peux faire n3 moins n, c'est une autre façon de l'écrire. Mais c'est ça. Donc, il y a le nombre de personnes en bas, puis la différence. OK? Alors, pour voir un exemple, qu'est-ce que ça donne? Ici, on a l'exemple d'une corrélation parfaite positive. On a le rang des 5 personnes qui reste exactement le même. Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les rangs. Ça reste 0. Fait que si je mets ça dans ma formule, bien, je fais 1 moins 0, parce que la quantité va être 0 ici. Ça va me donner, finalement, plus 1. OK? Ici, là, j'ai une corrélation négative. Les rangs sont parfaitement inversés dans cet exemple-ci. Là, ici, je vais obtenir des différences entre les deux rangs que je vais mettre au carré. OK? Comme vous voyez, là, 16, 4, 0, 4, 16, là, ça suit un beau pattern comme ça. Ça va me faire négatif. Là, selon qu'il y a plus positif, plus négatif, là, je vais avoir de la variabilité ici. Mais là, si tu mets ça dans la formule, au bout du compte, tu arrives 1 moins 2 qui te donne la corrélation négative. Et puis, ben, c'est ça pour un entre-deux. Ben, là, ici, bon, la personne qui était la première, elle a eu 4. Là, ici, là, c'est là parce que j'ai la différence la plus grande. Les autres, ça ne varie pas beaucoup. Là. Regardez, c'est juste la première. Les autres, oui, ça. C'est pas exactement le même rang, mais l'ordre là, entre la personne B, C, tout ça, ils suivent le même ordre. 2, 3, 5. OK? Alors là, ici, je vais obtenir ça comme différence, qui me donne finalement une corrélation de plus 0,45. Okay? Connaissant vos calculs pour la corrélation de Pearson, vous pouvez vous amuser à comparer qu'est-ce que ça donnerait comme ça en faisant le calcul avec corrélation de Pearson. Ça va vous permettre peut-être de mieux consolider un peu comment qu'elles se ressemblent ou qu'elles diffèrent ces deux statistiques-là. D'accord? Donc, vous pourrez à la maison essayer le calcul avec Pearson. Alors, pour l'interprétation, ça ressemble à Pearson. C'est du connu, on n'amène pas des choses vraiment nouvelles. Ça varie aussi entre moins 1 et plus 1. Donc, une corrélation de moins 0,8, c'est une corrélation qui est beaucoup plus forte qu'une corrélation de plus 0,2. Okay? Même si mon 0,8 est dans le négatif, l'ampleur, comme ça va de moins 1 à plus 1, l'idée, c'est le point de départ, c'est de 0. Parce que l'idée de 0, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les deux variables. Okay? Donc, 0, c'est mon point de référence. Et là, que ce soit dans le négatif ou dans le positif, les coefficients qui sont le plus éloignés du 0, c'est ceux qui sont les plus forts. D'accord? Et là, ben, tu peux mettre ça au carré pour trouver ton coefficient de détermination qui va t'indiquer le pourcentage de variance expliqué. Okay? Et bon, il y a des tableaux de référence là, qui existent, mais sinon aussi SPSS te donne un output là, qui va te donner ta signification, là, à savoir ton P est-tu de 0,43 ou de 0,0043. D'accord? Et là, selon ça, et alpha, tu vas trouver, tu vas tirer ta corrélation. Donc, dans le cas où est-ce que j'aurais
une belle ellipse comme ça, ok, vraiment une belle ellipse, tu obtiendrais le même résultat que tu calcules avec le coefficient de Pearson ou le coefficient de Spearman, d'accord? Mais là, bon, quand ça commence à varier un peu, ou dans des là, comme les exemples que je vous ai donnés ici, c'était juste pas beaucoup de points de mesure, là, d'accord? Alors là, tu vas avoir plus de différence entre les deux. Mais c'est le même principe. L'idée, c'est que c'est le même principe, d'accord? Alors, je sais que vous êtes toutes dans le début de la vingtaine, là, puis vous commencez à penser à fonder une famille, vous vous mettez en couple, là. Alors, voici un petit truc comme quoi les stats peuvent bien être pratiques dans la vie au quotidien. Alors, faites-vous une liste là, des choses qui comptent vraiment pour vous. Okay? Toi, peut-être que tu es intéressé par la famille, les enfants, c'est une valeur importante pour toi. Peut-être que toi, c'est l'étude, d'avoir des diplômes, peut-être c'est l'argent, peut-être que c'est l'apparence physique. En tout cas, ce qui vous branche dans votre vie, mais qui est vraiment important. Et faites-en une liste, là, comme ça, une couple. Là, bon, ben là, vous allez sur Tinder, là, ou je sais pas c'est quoi les choses, là. Moi, je suis mariée, là, fait que je suis dans cette affaire-là. Là. Puis là, ben, quand quelqu'un vous contacte, mais envoie-y ta liste, OK? Puis dis, mets ça en ordre, OK? Tes priorités, là, de 1 à 10, mettons, là, OK? Tu as 10 priorités ou 7 priorités, tu mets la liste. Dis, mets-la en ordre, puis renvoie-le. Fait que là, il fait ça. Là, toi, tu calcules la corrélation de Spearman, OK? Puis là, ben, si tu as une corrélation positive et forte, dis, OK, let's go, on se rend compte, là, tu ressors tes notes de psychosocial que tu as suivies, puis tu regardes comment favoriser les facteurs d'attraction qui vont faire que vous allez pouvoir vous mettre en couple parce que c'est un bon parti pour toi. Et si sa corrélation est faible ou nulle, bien là, il va falloir que tu investigues davantage parce que c'est risqué, ça se peut que la personne est bien belle, là, mais qu'au bout du compte, quand tu veux former un couple sur le long terme, les valeurs vont faire en sorte que vous allez vous séparer, donc fais attention. Et si la corrélation négative, sauve-toi en courant, c'est pas fait pour toi, cette personne. OK? Bon, voilà un petit truc que vous pourrez vous mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Alors, une petite dernière, comme je l'ai dit, j'allais brièvement, voilà comment c'est le compte-rendu des autres tests, d'accord? Alors, je vous ai dit que dans l'autre cours de statistique ou au doctorat, vous allez apprendre, si vous remarquez que la distribution de vos données sont collectées de type intervalle ou rapport n'est pas normale, on peut les transformer, OK? Parce que comme j'ai dit, les codes Z ou T, la standardisation des données ne normalise pas les données, d'accord? Comme on avait à l'examen, des courbes qui étaient dessinées, qui étaient asymétriques. Si je les standardise, ça les met sur une moyenne de 0 et un écart type de 1, hein, code Z, mais ça ne me normalise pas la distribution des données, d'accord? Ça, il faut que tu fasses des transformations, OK? Que vous allez apprendre plus tard. Mais si tu vois que tu n'arrives pas, bien, tu peux te rabattre sur ces autres tests-là, OK? Donc, si tu pensais faire un test de T pour échantillon dépendant, tu peux prendre un nano-ethnique. 2 échantillons à parier, tu peux faire le Wilcoxon. Puis, si tu allais comme pour faire une ANOVA, mais là, tu peux aller prendre le test de Kruskal ou Wallis, d'accord? Et vous avez ça comme option dans SPSS, OK? Donc, il suffira juste d'aller les sélectionner. Alors voilà, petite larme à l'œil que je vais faire la conclusion du cours, mais on se revoit la semaine prochaine, n'oubliez pas. Alors pourquoi est-ce que le cours de stats il est obligatoire? OK? Je sais, c'est là, je vous l'ai dit, il faut faire avec, c'est pas tout le monde qui aime ça les chiffres, mais ça peut quand même être utile et l'université considère que c'est tellement utile à votre carrière qu'ils le rendent obligatoire. Alors, les statistiques, quand tu collectes tes données, tu as plein d'informations. Alors, en faisant des statistiques soit descriptives ou soit inférentielles, bien là, d'une part, tu simplifies tes données, tu comprends mieux qu'est-ce qui se passe. Puis, après ça, tu peux prendre des décisions, voir tes hypothèses, tout ça.
est-ce que ça a l'air de se confirmer avec ce que tes résultats t'indiquent ou quoi, en sachant quand même qu'il y a toujours un risque d'erreur associé à ce type de conclusion-là que tu tires. OK? Et là, bien, tu peux, quand tu regardes une corrélation, est-ce que d'avoir de l'information sur une variable te permet d'avoir de l'information sur ton autre variable? Est-ce que tu réduis l'incertitude d'une variable à l'autre? Est-ce que tu comprends mieux qu'est-ce qui se passe en fonction des données que tu as collectées sur une variable, sur qu'est-ce qui pourrait se passer sur elle? Avec ta corrélation, avec l'extension de la corrélation qui te donne ton coefficient de régression, là, tu peux même aller faire des prédictions. Tu peux estimer ce serait quoi la valeur d'une personne selon les données que tu as obtenues. D'accord? Et les prédictions se basent toujours sur ce que tu viens juste de collecter. D'accord? Il faut que, et plus que c'est clair le plafond entre deux variables, plus que ta précision va pouvoir être précise et juste pour un cas en particulier. Alors, si tu t'intéresses plus à la clinique, bien là, tu peux comparer aussi des interventions. OK? Est-ce que, et là, tu veux comparer différents groupes, différents traitements que tu leur donnes. Puis l'idée, que ce soit du test T ou de l'ANOVA, c'est toujours d'idée, est-ce que la différence qu'on obtient entre ces deux groupes-là ou ces trois, est-ce qu'elle est plus grande que la différence qu'on obtiendrait juste si c'était un échantillonnage comme ça au hasard? Okay? Parce qu'il y a de la variabilité inhérente. Plus que dans la population, il y a beaucoup de variabilité. Plus que dans tes échantillons, tu risques d'avoir de la variabilité. Si tu n'as pas beaucoup de variabilité dans la population, bien là, tu ne pourras pas aller échantillonner là. Tous tes échantillons n'auront pas beaucoup de variabilité non plus, parce que dans la population, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Et là, cette différence-là qu'on va voir, c'est l'idée de juger à quel point elle est beaucoup plus grande que celle qu'on pourrait s'attendre au hasard. Et là, on obtient justement une probabilité, le P. Le P qui est ta probabilité d'obtenir ce résultat-là, le test T observé, la statistique T, ça, si l'hypothèse nulle est vraie. OK? Donc là, ça dépend encore de l'air sous la courbe. Et là, bien, à quel point c'est loin du seuil critique, ou est-ce que le seuil critique t'indiquerait, bon, non, il n'y a pas de différence. Mais à partir de plus que ça s'éloigne, OK? Bon, bien là, plus que ta probabilité est faible, que s'il n'y en avait vraiment pas de différence, tu en trouverais une dans tes données. Okay? Alors, ça s'applique toujours sur le même principe. Après ça, cette différence-là, bien là, on peut la qualifier, est-tu petite, moyenne ou grande? Alors là, on va regarder la taille d'effet. On a eu différents indices pour ça. Un premier indice de taille d'effet qu'on n'avait pas nécessairement libellé comme ça, mais que c'est ça en fait, c'est le coefficient de détermination. Quand tu mets R au carré, OK, puis là, tu obtiens le pourcentage de variable expliquée, bien c'est un indice de la taille de l'effet du lien entre les deux variables. Ou sinon, on a appris état carré ou méta carré. Alors voilà, c'est tout. Je vous remercie. Je vais, là, il reste quand même du temps. Alors, pour la semaine prochaine, comme je vous ai dit, réviser les acétates, les questions pratiques, poser des questions sur Studium et venez la semaine prochaine aussi. Je ne sais pas si je vais filmer le cours, fait que venez quand même la semaine prochaine. Et c'est ça. Là, comme il reste du temps, je sais que des fois, en grand groupe, vous êtes peut-être gênés de poser des questions. Alors, je vais prendre le temps pour le temps qui reste. Moi, les rendez-vous pour regarder les examens. Il me reste encore un spot à 12h30, sinon à mon bureau. Mais là, j'ai quelqu'un à 11h30, quelqu'un à midi. J'ai encore, si vous voulez voir votre examen, je peux regarder ça avec vous. Mais là, d'ici la fin du cours, vous partez,
je vais me promener entre vous là, pendant que vous faites vos questions, puis prenez le temps, parce que si vous avez un cours l'après-midi, vous ne pouvez jamais venir me voir, bien, posez-moi là les questions sur la matière, je vais vous répondre. Voilà, merci.